présent vers vous. Vous avez également une quinzaine d'années de Chine derrière vous. Vous avez conseillé de nombreuses entreprises étrangères pour réussir sur ce marché dynamique, mais néanmoins complexe. À votre avis, à quel moment une PME doit-elle se poser la question de l'implantation ? Oui, alors merci pour cette opportunité et cette invitation, et bravo à Alban pour son intervention dans des conditions pas évidentes. Voilà, en tout cas en ce qui me concerne, voilà, donc c'est également de donner une vision globale sur pourquoi s'implanter, les raisons et comment s'implanter, plus pour aller dans les démarches sur le process d'implantation et éviter de faire l'overlap avec ce que vient de dire l'intervenant précédent. Donc l'idée d'une implantation en Chine, c'est tout d'abord voilà, pour créer un cercle vertueux, cela en trouvant de nouveaux marchés pour développer son chiffre d'affaires, car le marché d'origine est devenu trop restreint. Cela en développant son réseau externe avec des partenaires, en développant son réseau interne et les capacités internes de son entreprise, en faisant notamment l'acquisition de nouveaux savoir-faire que l'entreprise ne peut pas développer seule ou sur son marché national. Donc grâce à cela, l'entreprise va pouvoir développer de l'innovation technologique, sa capacité commerciale et financière. Il y a d'autres raisons qui permettent d'expliquer tout l'intérêt d'une implantation, parfois même d'accélérer cette décision et de répondre aux attentes du marché, avec par exemple la facturation en devise locale. Donc cette demande, par expérience, provient en général du ou des partenaires avec qui la société a déjà un volume d'affaires significatif et régulier. Et cela va permettre au partenaire local, à l'acheteur, d'éviter les complications, les coûts d'un paiement à l'international et de récupérer la TVA locale. Un autre intérêt d'une implantation locale, c'est de paraître et d'être local, notamment pour rassurer les différents partenaires, donc clients, fournisseurs, les administrations locales, montrer que l'entreprise est présente sur le marché pour le long terme, avec une équipe qui maîtrise la langue, la culture des affaires, donc pour pouvoir réussir sur place et comprendre les clés de succès du marché. Ça permet également d'être plus réactif, donc par exemple avec un stock local, avec une diminution des temps de transport, un même fuseau horaire pour faciliter les communications. Et puis ça permet d'être plus à l'écoute du marché pour pouvoir éventuellement adapter son offre. L'implantation également, un autre critère donc, pour l'implantation, qui incite à l'implantation, c'est que ça permet à une entreprise de devenir plus compétitif, en supprimant notamment les marges des intermédiaires, donc pour récupérer les marges pour soi-même avec sa structure locale, réduire les coûts logistiques et pour profiter donc, des coûts de main-d'œuvre et des coûts de production plus faibles. Et également un autre critère important, souvent que nos clients nous indiquent, c'est le manque de visibilité également sur le terrain. Il arrive souvent en effet que des partenaires locaux ne communiquent pas la situation sur le marché, ne communiquent pas les données sur leurs clients, sur leurs ventes, sur leurs marges réalisées. À leur défense, bien sûr, c'est pour se protéger, contrôler leur marché, se protéger, éviter que leurs fournisseurs étrangers, une fois implantés sur le marché chinois, eh bien, récupèrent totalité ou partie de l'activité. Et donc voilà, c'est pour ça qu'une entreprise s'implante, c'est pour eh bien, avoir cette visibilité-là. Alors la conséquence, c'est que les distributeurs que nous rencontrons dans le cadre de nos actions, par exemple de mise en place de développement, de mise en place de réseaux de distribution, certains d'entre eux sont frileux aujourd'hui de proposer un modèle de distribution traditionnel, puisqu'ils ont eu une mauvaise expérience par le passé, après avoir représenté plusieurs années des marques plus ou moins importantes, après avoir investi de nombreuses années sur le marketing, sur la force commerciale, et puis ensuite se voir retirer le droit de vendre les produits en question. Et donc, certains partenaires peuvent aujourd'hui proposer des investissements sur une structure commune pour partager les coûts et les investissements et plutôt être liés sur le long terme. Voilà. Je propose de passer à la diapositive suivante, donc qui montre les différentes étapes de développement et de présence sur un marché, sur un marché étranger, notamment donc le marché
chinois. Je ne vais pas revenir sur les différents véhicules juridiques existants qu'a très bien présenté Alban. Simplement, là, l'idée, c'est de savoir qui, à quelle étape, quel moment également on s'implante en Chine. De manière générale, une entreprise qui s'implante en Chine va répondre à différents critères. C'est d'abord, une entreprise qui a une expérience solide à l'international, qui en règle générale va avoir déjà un courant d'affaires existant avec la Chine, en vendant ses produits ou services directement à un ou plusieurs clients en Chine, ou par l'intermédiaire, en fait, donc comme on disait précédemment, d'un distributeur ou d'un agent qui la représente sur place avec son réseau en mettant à disposition ses ressources, son expérience terrain. Également, le marché chinois pour cette entreprise, voire le marché régional, les pays voisins vont représenter un marché important, stratégique, grâce auquel elle génère déjà des premiers revenus, suffisamment importants pour rassurer l'entreprise sur sa capacité à long terme pour y développer son chiffre d'affaires et couvrir les investissements et les coûts opérationnels de cette future implantation. L'implantation donc concerne des entreprises de toute taille, ce n'est pas réservé aux grands groupes. Elle dépendra finalement de l'objet d'implantation. Est-ce que je vais faire de la vente uniquement, de la production, voire les deux, ou est-ce que je vais également intégrer une activité de R&D? Et donc les ressources à mettre en place seront plus ou moins importantes. Il y a 30 ans, maintenant, on voyait plutôt des investisseurs, des grands groupes qui venaient en Chine principalement pour produire et réexporter. Depuis 20 ans, après l'entrée de la Chine à l'OMC en 2001, eh bien, on a vu une évolution avec des entreprises de taille plus modeste qui venaient en Chine pour l'intérêt du marché chinois qui s'est fortement développé. Et puis, depuis ces dernières années, on témoigne d'une vague de nouveaux investisseurs, on va dire d'entrepreneurs, de personnes ayant vécu en Chine depuis plusieurs années, ayant la connaissance du marché chinois, donc des entrepreneurs qui vont monter une structure directement en Chine et non pas une filiale d'une structure existante en France ou à l'étranger, et qui vont monter une structure plutôt légère pour faire du trading, de la distribution, des activités de service. Voilà, donc l'implantation, encore une fois, n'est pas réservée aux grands groupes. Il faut savoir qu'en 2019, les investissements étrangers en Chine ont représenté à peu près 140 milliards de dollars. La Chine est le deuxième récipiendaire d'investissements étrangers. Et donc, c'est une destination très favorable pour les investissements étrangers, notamment du fait que son marché est très important. Voilà, et est une vraie locomotive pour le développement international. Également, avant la création d'un véhicule juridique, une solution peut être signalée, une solution pré-implantation, c'est les solutions de portage salarial, solutions qui vont consister à ce qu'une tierce partie, une société partenaire implantée en Chine, emploie pour le compte d'une société étrangère, française en l'occurrence, qui ne dispose pas d'implantation locale. Donc la société en Chine va employer pour le compte donc des employés locaux ou étrangers qui vont réaliser des missions de marketing, d'études de marché, de prospection commerciale, en attendant la future création d'une implantation locale. Donc ça permet de tester le marché, ça permet de mettre en place une présence légère à moindre coût et très flexible pour l'entreprise étrangère qui souhaite avoir un premier pied sur ce marché, en complément des solutions déjà existantes, comme des partenaires distributeurs, par exemple. Voilà. On peut passer à la slide suivante, juste également pour illustrer l'aspect du portage. On a pu appuyer l'année dernière un des leaders mondiaux des systèmes de lidar pour les aéroports et les systèmes d'éoliennes. Une structure qui avait déjà donc un courant d'affaires en Chine, mais qui avait besoin de mettre en place rapidement une structure d'assemblage pour importer des pièces, faire de l'assemblage localement et faire le service d'assistance technique et suivi de leurs clients et de partenaires sur place.
Donc nous avons pu recruter pour eux une dizaine de personnes, techniciens et commerciaux, dans l'attente de la création de la société que nous avons montée, pour ensuite transférer ce personnel sur la structure nouvellement créée afin de développer en propre leurs activités. Voilà. Donc là on arrive sur la partie comment créer la structure, une société en Chine, avec quelques conseils. Je vais passer vite sur cette slide. Donc avant de créer son entreprise, en fait, il est important de bien se préparer. Donc, comme le disait Claire, l'implantation implique un investissement important, pas seulement sur le plan financier, mais également donc, sur le plan humain. Et il doit impliquer la société à tous les étages. Ça part vraiment, c'est du top-down, donc du haut vers le bas. Il faut vraiment ne pas hésiter à ce que le dirigeant lui-même s'implique directement dans ce processus. Également, il est important, comme l'a dit Alban, donc protéger sa marque, son savoir-faire, mais également donc, de bénéficier de l'expérience de ses partenaires, de ses clients, de ses connaissances, peut-être de ses concurrents déjà implantés sur place, pour bénéficier des bonnes comme des mauvaises expériences en fait. Donc bien sûr, valider son environnement de marché, valider l'environnement, valider son marché. La Chine est un pays immense, 17 fois la taille de la France, avec des différences régionales. Donc il faut vraiment appréhender ces différences pour s'y adapter. Il faut donc adapter bien sûr s'adapter à ce marché avec ses produits, ses prix, le packaging, et progresser petit à petit, étape par étape. Donc bien sûr avec une vision sur le long terme, comme on l'a dit, bien choisir ses partenaires, faire les bonnes due diligence, vérifier que ce sont des gens crédibles, non impliqués dans des problèmes de corruption, de conflits d'intérêts. Donc bien vérifier ce qui se cache sous le capot. Et puis éviter, dans la mesure du possible, toute clause d'exclusivité sur les contrats de distribution. Et à partir de là, on peut être prêt à créer une structure en propre en Chine. Alors, next slide, prochaine diapositive. Voilà, donc il dit ici, donc l'idée c'est de vous présenter rapidement donc, les procédures et quelques conseils donc, pour la création de l'entreprise en Chine. Donc pour aller plus dans les étapes, donc 2 étapes principales avant la création, l'obtention de la licence, et après l'obtention de la licence. Donc avec la première étape qui consiste à trouver le nom chinois de l'entreprise. C'est le nom qui apparaîtra sur les licences, sur les différents documents administratifs. Il doit être composé donc, de plusieurs mentions. La région où la société va s'implanter, le nom de la marque, la nature de l'activité, est-ce qu'on fait du service, de la production, du trading, et le type de société. Donc, par exemple, Salveo, notre nom en anglais officiel, en Chine, c'est Salveo pour la marque, Shanghai pour le lieu, Business Service pour l'activité et Limited pour la nature de l'entreprise. En chinois, c'est Loa, Shanghai, Shangwufu, Yosiangongse. Bon. L'entreprise doit choisir avec attention donc son nom chinois. Pour cela, il est conseillé de mener une étude de marché pour bien comprendre les noms qui sont en général couronnés de succès, qu'est-ce qui se pratique dans l'industrie. Le nom doit être compatible avec la marque, avec ses valeurs, avec sa stratégie de marque préexistante. Et il faut faire particulièrement attention à ce qu'elle soit accordée à des nuances de langue avec des subtilités de sens du caractère ou de prononciation, donc pouvant conduire potentiellement à une mauvaise interprétation ou à une connotation négative. Voilà, donc enfin, dans ce process toujours d'obtention, enfin de sélection du nom de marque, il est important de vérifier la disponibilité des noms proposés et de soumettre au bureau du commerce, à l'AIC, entre 5 et 10 propositions de noms pour validation, et l'AIC en retiendra qu'un seul. Donc voilà, c'est vraiment important de bien préparer cette étape. La deuxième étape, c'est le choix du lieu d'implantation pour l'obtention d'un contrat de bail. Également, point vraiment stratégique. Cette démarche doit être faite avant le dépôt de demande d'obtention de licence, donc, qui est mentionné en étape 5. Dans le cas d'un projet d'implantation industrielle, il faut savoir que le délai peut prendre environ 6 mois pour le projet de location d'un bâtiment existant.
et jusqu'à environ entre 6 et 18 mois pour le projet d'implantation. Philippe, nous ne vous entendons plus. Philippe, pardon de vous couper. Votre micro a été coupé. Voilà. C'est bon. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Allô? C'est bon. Oui, c'est bon. OK. Je ne sais pas où ça a été coupé. Donc, ce que je disais, en fait, c'est que le process de sélection de lieux, donc de 6 à 18 mois, comprend bien la définition des besoins, la recherche du site, la négociation et la sélection des sites avec les différents partenaires, les différentes zones, la négociation du contrat de bail et l'obtention des certificats. Il y a plusieurs critères à prendre en compte dans un choix de lieu d'implantation. C'est vraiment, voilà, il y a des critères essentiels. Comme la proximité avec ces marchés, où se trouvent mes clients, où se trouvent mes fournisseurs, est-ce que j'ai accès à des infrastructures de transport, des autoroutes, des gares, des aéroports, des ports maritimes, fluviaux. D'autres critères importants comme des conditions d'accueil liées à la réglementation locale, relations avec les administrations. Et cela concerne notamment donc les industries manufacturières qui peuvent avoir des problématiques liées à l'activité, en fait, pouvant avoir un impact sur l'environnement. Donc, par exemple, en fait, on a appuyé un des leaders mondiaux du traitement de catalyseurs pour l'industrie du oil and gas qui souhaitait s'implanter en Chine. Donc, c'est une activité traitant des produits polluants et dangereux. Et nous avons recensé, dans le cadre de notre action, une cinquantaine de parcs industriels sur les régions de l'Est de la Chine, donc les régions du Liaoning, du Shandong, du Jiangsu, de Shanghai, etc. Et puis, sur ces 50 parcs, à titre d'information, voilà, seulement 15 d'entre eux étaient prêts à considérer le projet, alors que c'était des parcs spécialisés dans l'implantation d'entreprises chimiques. Et sur ces 15 parcs, seulement 5 correspondaient à peu près ou exactement au cahier des charges de notre client. Et souvent, les raisons invoquées étaient un changement d'orientation sectorielle ou réglementaire de la zone qui ne souhaitait plus accueillir d'activités potentiellement polluantes, parce que la réglementation est devenue de plus en plus dure sur ces sujets-là, en tout cas avec une application beaucoup plus dure. Ou alors l'investissement était de taille inférieure aux attentes locales. Pour information, notre client avait son projet d'investissement représentait à peu près 10 millions d'euros. Voilà. Donc, aussi un critère important, c'est les subventions et politiques locales, en fait, pour inciter les entreprises à investir et à prendre en considération leur lieu d'implantation. Voilà, donc, il est important, dans ce process, de mettre en concurrence les différentes zones et lieux d'accueil, les parcs industriels, les zones économiques spéciales dans ce projet d'implantation. Donc, pour pouvoir négocier les subventions. Et qu'est-ce que l'on peut obtenir comme subvention lors de cette sélection de sites? On peut obtenir des subventions pour le loyer, donc avec par exemple de la gratuité pour 3 ans, donc total sur le loyer, et pendant les 2 années suivantes, 50%. On peut obtenir également donc, des subventions pour l'achat d'équipements, la décoration d'ateliers, également le remboursement de taxes. Donc, par exemple, les zones peuvent rembourser jusqu'à 100% des taxes sur les sociétés et sur la TVA, donc sur la part locale des taxes, je précise, pour les 2 premières années et 50% pour les 3 années suivantes. D'autres subventions comme le personnel, pour le personnel clé d'entreprise, pour l'hébergement du personnel. Voilà. Et donc, il existe, en résumé, de nombreuses subventions. Il faut savoir qu'elles existent et il faut savoir s'adresser au gouvernement local pour négocier au bon moment et pas après avoir choisi le lieu d'implantation. Donc, ce serait trop tard. Donc, choisir ce moment-là, pré-implantation, pour avoir toute la force pour négocier. D'autres critères importants, c'est bien sûr les conditions liées à l'emploi, donc accès à la main-d'œuvre qualifiée, bon marché, avec un cadre de vie agréable et accueillant, avec l'existence d'hôpitaux, des écoles, de parcs, de centres culturels. Voilà. Et enfin, donc, bien penser à obtenir les bons documents relatifs notamment aux propriétaires, avec pièces d'identité, de certificats de propriété, droit d'usage, etc. Voilà. Étape 3, donc
l'étude d'impact environnemental, je vais passer assez vite, c'est principalement pour les entreprises avec une activité industrielle. Donc, c'est des études menées par des organismes spécialisés. Étape 4, l'application au MOFCOM, ministère du Commerce, également donc procédure simplifiée. Et après donc obtention de l'approbation du MOFCOM, eh bien, on peut déposer la demande de la licence d'activité sous 30 jours après l'obtention de l'approbation pour obtenir le certificat d'enregistrement de la sécurité sociale, différents documents auprès du bureau des statistiques, la licence d'activité, le code de société, le certificat d'enregistrement auprès du bureau des taxes. Voilà. Donc, c'est un process qui dure à peu près 15-25 jours. Puis vient ensuite les tampons. Donc, à partir de là… Oui. Pardon Philippe, il faut peut-être aller un tout petit peu plus vite, nous sommes en train de déborder. Pardon. Je vais terminer, on y arrive. Voilà, mais très, très important. Donc à partir de là, 5e étape, la société existe, on a la licence d'activité, on a ensuite les tampons, très important également. Il y a cela permet d'avoir une autorité légale pour signer des documents, tamponner des documents, valider des documents commerciaux, administratifs, quelle que soit finalement la personne qui utilise ces tampons. Puis ensuite, donc, il y a l'ouverture de comptes bancaires en devises étrangères, en devises locales pour les opérations courantes. Et puis ensuite, les autres licences à obtenir en étape 8 et 9. Voilà. Dernière slide. Donc là, voilà, on a un exemplaire d'une licence d'activité avec les différentes informations qui se trouvent sur cette licence d'activité, avec notamment le scope d'activité, mais il faut lire le chinois. Et puis en dernière slide, en conclusion, eh bien, voilà, il faut donc être préparé, s'appuyer par des partenaires avec l'expertise locale et une présence en Chine et en France notamment pour appuyer son projet, donc des partenaires comme Business France, des avocats, les chambres de commerce, les conseillers du commerce extérieur et les entreprises privées comme Salveo. Et bien sûr, recruter les bons talents et bien sûr ne pas trop se presser, prendre le temps qu'il faut pour faire bien les choses. Voilà. Je vous remercie, je me tiens à votre disposition. Merci Philippe. Merci beaucoup. On n'a vraiment pas de temps, mais on a reçu 2 questions. En 1 minute peut-être, une question sur les coûts de main-d'œuvre en Chine, sont-ils toujours intéressants? Et la deuxième question sur les due diligence, pour bien choisir un partenaire, comment procéder? Business France fait une première recherche, mais quels sont vos conseils pour approfondir? Alors sur la main-d'œuvre. Et là, je m'adresse en même temps aussi à Alban, évidemment. D'accord. Alors pour répondre brièvement pour la première question sur la main-d'œuvre, oui, c'est toujours intéressant, mais il faut nuancer. Donc tout va dépendre également du lieu d'implantation. Plus à l'ouest, en règle générale, les entreprises vont aller à l'ouest excentrées des grandes mégalopoles pour avoir de la main-d'œuvre à meilleur marché, on va dire. Et plus on est dans les grandes mégalopoles, là, les salaires minimum et moyens vont avoir tendance à augmenter. On va se trouver des salaires équivalents à ce que l'on trouve en Europe et ailleurs sur des profils techniques en management et des profils techniques. Ouais. Merci. Et pour les due diligence, peut-être Alban? Les due diligence sont vraiment importantes. Alors, quelle était la question à nouveau, pardon, Claire? Comment procéder pour bien s'assurer que le partenaire choisi est le bon? Alors, il y a 2 choses. Tout d'abord, il y a quand même le système du crédit social qui va être mis en Chine. Donc, c'est important de vérifier que le partenaire n'est pas blacklisté. On a beaucoup d'informations pour voir s'il a commis des fraudes ou s'il y a eu des alertes en fait, sur leur activité. Deuxièmement, je pense que c'est important d'avoir effectivement un accord de confidentialité quand vous commencez à travailler avec eux et de leur demander des éléments de base, ne serait-ce que copie de l'équivalent de leur cabis, qui est la business license, des informations financières, si besoin. Et on peut facilement enquêter en fait sur ces entreprises et vérifier en fait si elles sont fiables ou s'il y a des problèmes. Merci. Merci à tous les deux. Je vous propose de passer à notre dernière intervention. Donc finalement, il y a un point quand même qui est souvent sous-estimé par les entreprises françaises qui s'implantent en Chine, c'est le réseau de télécommunications.